Merci Aurélien pour l'introduction. Merci à l'équipe du PEPR pour l'invitation et je suis vraiment ravi d'être là à différents titres hein, aujourd'hui, ne serait-ce que parce que en fait effectivement là ça m'a donné aussi l'occasion d'entendre la présentation de Michael juste avant et ça fait écho à pas mal de choses effectivement de ce que je vais pouvoir présenter aujourd'hui. Alors, moi, ma présentation, en fait, c'est basé sur un article qui a été publié dans la revue Reset, là, pour les 10 ans de Reset, qui est une revue de sociologie du numérique. Euh, et Reset m'avait demandé de faire un retour critique sur 10 ans de travaux sur la participation politique en ligne, en sociologie et en sciences politiques. Et moi, je suis chercheur en infocom, et mes travaux, en fait, ils sont globalement en STS, en Science and Technology Studies, à la croisée de la sociologie du numérique, des sciences politiques et de l'infocom. Et en fait, moi, je m'intéresse depuis maintenant près de 15 ans à la participation politique en ligne. J'ai beaucoup travaillé sur les plateformes de participation, sur ce qu'on a appelé les civic tech. euh, et je m'intéresse depuis toutes ces années à essayer de comprendre en fait comment le numérique peut contribuer à notre culture du débat public, qu'est-ce qui fait à notre culture du débat public, quelles sont les nouvelles formes de participation qui émergent et qu'est-ce que ça fait à nos manières aussi de délibérer, est-ce que finalement ça entrouvre de nouvelles portes pour des délibérations, notamment à grande échelle, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est plutôt un mirage? Et du coup, ce que je me propose aujourd'hui, c'est de profiter de ce retour critique que j'ai pu faire pour essayer de revenir en arrière, de vous montrer un peu, si on regarde la littérature, différentes périodes de la littérature qui correspondent, selon moi, à différentes problématisations des technologies qu'on a pu avoir dans le domaine de la participation. Et donc, le pari, c'est de se dire que revenir en arrière va nous permettre de mieux comprendre le futur de la collaboration et que ça va nous permettre aussi de se dire que ben, peut-être que il faut arrêter d'être coincé en fait entre ça change tout, ça change rien, et essayer de produire ce que j'appelle un regard ajusté sur les technologies et d'essayer de se mettre un petit peu au clair sur qu'est-ce que peuvent concrètement faire les technologies pour la participation. Et en fait, cette idée qu'il faut changer de regard, c'est important pour moi parce que ça permet aussi de se rappeler que les interactions qu'on étudie sont en grande partie une construction sociotechnique, une construction sociale, et que si c'est une construction, eh bien, c'est pas une fatalité, et on peut sûrement aussi les faire évoluer. Donc, comme tu le disais, je fais, après pratiquement 15 ans de bons et loyaux services à l'UTC à Compiègne, je suis parti à l'INSA Rennes. J'ai été élu sur une CPJ, les chaires de professeur junior. Donc, en plus de me donner un petit coup de jeune, ça m'a aussi permis de développer un nouveau projet. Donc, cette chaire, elle s'appelle la Fabrique de pensée critique, sciences, technologies, société et environnement. Donc, on est une équipe de recherche en sciences sociales, hein, et on a lancé un projet structurant sur les liens entre technique et soutenabilité. Alors, l'idée technique, c'est parce que, en fait, moi, je m'intéresse pas et je pousse l'équipe à ne pas s'intéresser simplement aux interactions entre l'homme et la technique. L'idée, c'est pas être d'avoir d'un côté l'outil et de l'autre l'usage, mais d'essayer de penser le fait technique contemporain dans des logiques de co-constitutivité. C'est-à-dire que dans mon approche, on ne peut pas séparer l'outil, son design et l'usage en fait. C'est notre rapport à l'outil qui est co-constitutif de notre rapport au monde. Et on essaie de déployer notre approche sur les enjeux de soutenabilité. Alors la soutenabilité des technologies entendue au sens à la fois écologique, évidemment, mais aussi au sens social, politique. Est-ce que quels modèles de technologie peuvent être soutenables, notamment dans un contexte démocratique, voire même dans un contexte cognitif, hein,
Et on propose une approche épistémologique assez originale dans les communautés dans lesquelles on est, qui est en fait d'inverser la tendance classique d'avoir un cadrage théorique et des enquêtes de terrain qui viennent les étayer, pour essayer de partir de nos enquêtes de terrain et produire sur cette base empirique une conceptualisation dans une logique de philosophie empirique. Et si on est aujourd'hui en train de tirer un premier bilan, eh bien, très franchement, moi, de mon point de vue, et du point de vue quand même de la littérature, je trouve qu'il est pour le moins contrasté. On se rend compte que l'euphorie des débuts, c'est-à-dire le numérique, Internet, ça va nous permettre de contourner les élites, d'ouvrir l'espace public, de venir enrichir la participation, ben, cette euphorie retombe globalement. Internet était sympa, et ben maintenant on voit bien que c'est plus complexe, quoi. Et je pointe souvent plutôt l'ambivalence en fait des technologies numériques dans leur rapport au monde social, et c'est à la fois le remède et le poison, hein, comme disait Bernard Stiegler, c'est-à-dire c'est vraiment même le remède dans le poison. Et on a du mal, du coup, à se situer, on a du mal à, identifier vraiment ce qu'on pourrait attendre de ces technologies. Et c'est une invitation à changer de regard sur les technologies, comme je l'ai déjà dit, et notamment, peut-être, ce changement de regard, mon intuition, c'est que si on essaie de tirer un bilan, eh bien, on va avoir besoin peut-être de moins penser en termes de puissance, de changement d'échelle, d'agrandissement, et de beaucoup plus prendre au sérieux les enjeux de la capacitation. C'est-à-dire, à quelles conditions des technologies donnent du pouvoir d'agir. Et moi, j'ai essayé de traduire ça dans le prolongement aussi d'acteurs comme Laffing, en ayant travaillé avec Jacques-François Marchandise, autour de cette idée qu'il faut qu'on critique le numérique que nous avons et essayer de penser le numérique que nous voulons. À mon avis, ce nouveau regard, ce regard plus ajusté sur les technologies, qui va réfléchir à ce que les technologies peuvent faire, eh ben, c'est une opportunité pour activer un peu une nouvelle utopie dans les espaces numériques, et essayer de faire des propositions pour plus simplement être coincé entre les technosolutionnistes et les technocritiques. En gros, mon idée, c'est de partir comme je disais, du constat, hein, que c'est pas simple d'aller un peu plus loin, que ça change tout ou ça change rien, et que pour s'intéresser au rôle exact de ce que peuvent faire les technologies, ça c'est ce que j'ai déjà dit. Et si on regarde d'un peu plus près la littérature, elle a eu quand même grandement tendance à autonomiser ce qui se passait en ligne et à pousser euh, la capacité transformatrice du numérique. Et l'hypothèse que je vais essayer de vous développer aujourd'hui, c'est la co-constitutivité dont je parlais tout à l'heure, hein, c'est que les formes politiques de la participation, elles sont corrélées à la nature des dispositifs disponibles. Et qu'on a besoin d'ajuster notre regard pour saisir cette corrélation, quoi. Et en fait, si on fait ça, eh ben, ça permet quand même d'avoir sûrement de tomber un petit peu plus juste, et d'éviter de se dire que d'un côté, le web, il ferait les révolutions, ou même qu'il ferait élire les populistes. Ce serait un peu trop simple, ce serait lui faire trop d'honneur. Et l'idée, c'est que ça pourrait nous ouvrir un nouvel agenda de recherche sensible à la matérialité des dispositifs dans leur rôle, dans leur capacité à produire des usages, et à un peu mieux comprendre les transformations de la citoyenneté d'une époque. Voilà. Donc, ma proposition, c'est une valse en 4 temps. D'abord, un rapide prélude, et puis après, 3 grandes époques. Le prélude, c'est en fait, et donc c'est les 3 époques qui suivent, c'est à chaque fois des grandes périodes qui représentent en fait différentes manières de penser les rapports entre numérique et participation dans la littérature. Et pour chacune d'elles, je vais essayer de vous montrer que le regard porté sur les technologies a problématisé différentes conceptions de la participation et des phénomènes sociaux étudiés. Et en fait, l'idée, ça va être de montrer que
à chaque fois, on a fait des paris. On a poussé le curseur d'un côté et que du coup, le curseur n'arrête pas de se balader, ce qui contribue à brouiller notre grille de lecture et à installer cette espèce d'ambivalence dont je parlais tout à l'heure. Donc, le prélude. Le prélude, c'est ce qu'on s'est rendu compte assez rapidement, c'est que coincé entre le marché et l'État, Internet a ouvert un espace à l'expression, à la coordination et à la production de contenu entre internautes. Et en fait, dans cette logique-là, les pionniers d'Internet, notamment les développeurs de logiciels libres, par exemple, ben, ils ont mis en place des modes d'organisation du travail, déjà dans l'architecture, et tout ça, ça a contribué à une idéologie participative qui s'est mise en place sur Internet, appuyée sur la culture libertaire de l'autonomie. Je vais pas revenir sur ce qu'on pensait ça, mais euh, euh, dès le début, on avait quelque chose autour de la participation. La participation est co-constitutive de la culture du, du numérique et c'est venu infuser très rapidement les questions de participation et au départ avec un regard très enchanté et très solutionniste. On a commencé par aller regarder ce que les technologies peuvent faire. Et on voit au départ les acteurs et même une partie de la recherche sont fascinés par les nouveaux moyens de communication et les promesses d'ouverture. Il y a vraiment une croyance partagée dans la capacité des technologies numériques à rendre les citoyens plus actifs, à dépasser les blocages, notamment les blocages institutionnels, pour inventer une démocratie plus interactive. Alors, quand est-ce que ça c'est plus visible? Quand est-ce que ça éclate? Un des premiers exemples, puis qui a été bien traité aussi dans la recherche, c'est le traité européen de 2005. Pour schématiser ce qu'on en montre, ce qui a été montré avec les premiers outils de Carto des controverses à l'époque, c'est les médias dominants et l'espace public traditionnel discutent du oui, donc le bleu, et en ligne, la blogosphère à l'époque, avec certaines figures d'autorité comme des gens comme Étienne Chouard, ont en fait porté un contre-débat autour du non. Et tout d'un coup, patatras, au moment du vote, on s'aperçoit qu'en fait, euh, là où les opinions se sont créées, là où le vote, euh, ça a sûrement eu un impact sur le vote, et eh ben, c'est en ligne, c'est dans ce nouvel espace public sur la blogosphère. Et ça contribue à l'imaginaire qu'il y a quelque chose qu'on loupe et qu'il faut y aller parce que c'est là où les opinions se font, c'est là où les gens discutent, c'est là où les gens vont participer aujourd'hui et que ça va être un remède aux salles vides et à l'absence d'engagement dans les espaces plus institutionnels. Et ça va se prolonger avec un petit peu d'archéologie du web, mais la campagne présidentielle française de 2007 et le projet Désir d'avenir de Ségolène Royal qui portait pour l'époque un site web participatif où elle avait proposé aux internautes de venir contribuer à préparer son programme avec vraiment cette idée de dire ceux qui ont voté non en 2005, 2 ans plus tard, il faut qu'on les capte. Il faut qu'on capte cette puissance d'expression. Il faut qu'on arrive à poser les prémices, à essayer d'attraper cette délibération qui se fait sans nous. Et en fait, la réalité sera une logique beaucoup plus contributive, c'est-à-dire ils vont récolter des contributions sur le site web qui seront déposées, et puis l'équipe de la candidate fera sa tambouille de manière totalement opaque. Mais ça marque quand même un tournant dans les fantasmes un peu grand public de la participation. Et au tournant 2010, la question, c'est un peu à l'âge d'or de est-ce qu'on peut délibérer en ligne? Est-ce que la participation euh, permettrait de reformuler des questions que se posent les institutions, d'élargir un peu l'assiette de ceux qui pourraient y participer? Et c'est l'âge d'or des concertations locales avec des forums, des débats publics. Moi, c'est la période où j'ai fait ma thèse aussi sur ces questions-là. Et vraiment, la littérature, elle commence à être dominée par des questions d'inclusion. Est-ce que ça permet de ramener des nouvelles personnes, des nouveaux arguments euh, qui, euh, qui ça peut faire venir? Comment on reproblématise? Donc, on voit émerger quelque chose comme ça, où on a vraiment ce sentiment qui s'installe que c'est en train de changer notre rapport à la participation et à la délibération. Dans les mêmes eaux, on a aussi les mouvements, des nouveaux mouvements sociaux et
cette idée qui s'installe qu'il y a des nouvelles formes de conversation politique. Et que ces conversations politiques, à la fois sur les blogs et bientôt sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est en train de devenir un acteur politique majeur. Et là-dessus, les printemps arabes ont eu un effet très fort de visibilité et de légitimité. Moi, j'ai par exemple vu ça très clairement auprès de nos collègues en sciences politiques, pour qui avant le numérique était une non-question, c'est-à-dire que la politique et la participation restaient des questions d'acteurs, et peu importe finalement où ça s'exprimait. Et les printemps arabes inscrivent à l'agenda en fait les questions de participation en ligne et la discussion politique en ligne, et on voit vraiment la place que ça commence à prendre. On se rend compte aussi qu'il y a des formes d'action collective qui sont natives du web. On parlait tout à l'heure dans l'exposé de Michael de Wikipédia, mais en tout cas, on a des formes de participation comme ça qui se développent, plus horizontales, euh, décentralisées, qui sont attentives au respect de la diversité des composantes, qui sont quand même assez obsédées par les procédures. On en a parlé tout à l'heure, pour permettre aussi de respecter l'égalité de chacun. Et en fait, c'est des mobilisations qui s'attachent à faire groupe à partir de singularités individuelles. Et ça, c'est quand même une transformation assez majeure des logiques de l'action collective, impulsée par le numérique. Euh, et cette idée que parce qu'on fait ensemble, parce qu'on fait individuellement, mais de manière synchronisée et en suivant des procédures, une tâche, ça devient une action collective. Et on voit que le sens du public, hein, comme dit Daniel Seyffaye, est en train de complètement bouger. Et du coup, finalement, ça ouvre la place à des formes d'expression politique qui mettent en avant la parole individuelle, la mise en récit de soi, comme l'a bien montré Dominique Cardon, et ce qu'on appelle les usages expressifs en fait, des réseaux sociaux, où on part de l'individu vers le collectif, et ça, c'est des choses peut-être qui viennent bousculer à l'époque les théories de la délibération. Et on se dit que ça pourrait faire aussi une démocratie plus interactive, qu'on a cette possibilité de mettre au service la puissance des outils. On est beaucoup dans un discours sur la puissance, hein, et qu'il faudrait faire à la fois de l'open gov, qu'il faudrait faire de la civic tech pour venir vraiment transformer la démocratie, et que déjà mettre en place ces outils va permettre de rajeunir, va permettre à la fois le public et les manières de faire. C'était un des présupposés de la campagne numérique qu'avait fait François Hollande en 2012 à l'époque, avec des fameux outils inspirés de la campagne d'Obama pour coordonner le porte-à-porte, avec la mise en scène de trois spin doctors, là, ceux qu'on appelait à l'époque au PS les bostoniens. J'avais fait une enquête avec une collègue, Anaïs Tevio, hein, sur eux, et on voit bien combien en fait, il portait ce discours de pouvoir normatif des technologies, à elles seules, de transformer en fait les manières de faire campagne et de transformer la démocratie. C'est une époque où, dans des entretiens, je peux avoir des acteurs qui nous disent j'ai pas besoin d'alliés en fait. Moi, tu me donnes une technologie bien faite et je leur mets dans les pattes et les gens vont changer. C'est quand même ça qui est assez dominant à cette époque. C'est des discours qu'on retrouve, je ne pourrais pas trop revenir là, mais sur les questions d'OpenGov dans l'administration. On se dit qu'on va moderniser par la dématérialisation et que ça va se faire un petit peu à marche forcée, hein. Pour reprendre un vocabulaire plus foucaldien, il y a vraiment une logique très orthopédique, où on se dit qu'on va choisir les technologies pour faire évoluer le cadre, pour transformer la démocratie. Et en fait, ce pouvoir, il infuse dans la littérature, et c'est l'époque où on a une multiplication des propositions normatives. Euh, sur, par exemple, je sais pas, du bouquin très connu de Andrew Chadwick, Internet Politics, qui sort en 2006, et il théorise le rôle de l'État en contexte numérique. Il dit, bah voilà, sous l'impulsion des technologies, voilà ce que va devenir l'État. Il y a aussi la proposition qui a été beaucoup discutée, hein, de Lincoln Thalberg en 2011 pour reconstruire la démocratie numérique autour de 4 modèles. Le modèle libéral individualiste, le modèle délibératif,
le modèle critique et un modèle autonome et radical. Et on a également le modèle de Lance Bennett, là, qui dit c'est l'action collective qui change. Il parle, lui, de connective action pour décrire des dynamiques organisationnelles suscitées par Internet et les médias sociaux, en leur prêtant une capacité à susciter et à favoriser de l'engagement. Donc, on voit bien, hein, c'est des travaux, une première génération de travaux qui se mettent vraiment, moi, dans ce que j'appelle dans les dynamiques orthopédiques. C'est-à-dire, on va façonner les technologies sont en train de façonner la démocratie, sont en train de transformer la démocratie, et il faut qu'on anticipe pour pas être dépassé. C'est là aussi il y a la rhétorique beaucoup du retard, hein. Et progressivement, cette première génération de travaux, elle va être discutée, elle va être critiquée, et on va voir deux camps un peu s'installer dans les travaux de sciences sociales sur le sujet. Un camp, ce qu'on va appeler les cyber-optimistes, et en face, on a les cyber-pessimistes. Donc, il y a l'ouvrage majeur de Michael Margolis et David Resnick, qui s'appelle Politics as Usual, The Cyberspace Revolution. Et en gros, eux, ils font le constat de dire, OK, comme disait la première génération, ça augmente les ressources, Internet et le web, de la mobilisation politique et de la participation. Ça donne beaucoup de possibilités pour participer, mais en fait, c'est des c'est des ressources à disposition de ceux qui sont déjà très informés et dont les choix politiques sont acquis et stables, donc ça ne change pas grand-chose. Ceux qui utilisent le plus les technologies sont déjà ceux qui sont mobilisés, sont déjà ceux qui sont engagés. Donc finalement, politics as usual. Et il y a, dans la foulée de Cass Sustain, les travaux des cyber plutôt optimistes, et même s'il n'est pas très optimiste sur le constat, il l'est beaucoup plus sur l'impact des technologies. Et il dit il va falloir regarder de beaucoup plus près parce que on est en train d'avoir une complète révolution qu'il faut prendre en compte. Et notamment, il invite, et ça, ce sera une piste qui va permettre un peu d'avancer, il dit, en fait, il va falloir ouvrir une troisième voie et être attentif au déplacement. En fait. Et se dire, plutôt que ça change rien, ça change tout, on va regarder les nouvelles pratiques. Puis, une fois qu'on aura ce nouveau répertoire, on pourra essayer d'un peu mieux comprendre ce qui change. Et ça a été la voie choisie par la recherche. Et progressivement, quand même, et dans une période plus récente, on s'est rendu compte que dans l'espace public, ça a encore changé. Et il y a une forme aujourd'hui de désillusion. Parce que là où au début on parlait vraiment d'un web Internet sympa, je fais exprès d'utiliser le terme sympa, c'est assez lié au travail d'une sociologue qui s'appelle Monique Dagneau et qui décrit le monde du numérique et l'économie du numérique, notamment portée à la Silicon Valley, comme le capitalisme sympa. Et elle dit, dans ce contexte de capitalisme sympa, il y a une image qui est socialement très positive en fait avec ces technologies, un peu comme on en a parlé jusque-là. Et en fait, le voile tombe, quoi. Et on a une multiplication des scandales, on a Cambridge Analytica, on a des controverses sur l'impact démocratique, le rôle des plateformes dans la régulation des débats publics, euh, la montée des populismes de tout genre, les fake news, et progressivement le regard social change, quoi. Les transformations du web, il y a un web qui change aussi, qui est toujours de plus en plus centralisé. Il y a Yochai Benkler, qui est un économiste, socio-économiste américain, qui parle des point of control, pour parler des logiques de plateformisation en fait, du web, et on a de plus en plus d'alertes sur l'impact démocratique. Et là où avant Internet serait sympa, maintenant Internet serait plus du tout sympa, et serait même la source du populisme. Et on a aussi vraiment la fin du mirage de la civic tech, c'est-à-dire entre l'arrivée du RGPD en France, où la CNIL a fait tout un travail, d'ailleurs auquel moi j'ai participé en tant qu'expert, pour essayer
de cadrer un petit peu hein, ce qui se passait en termes d'usage des données personnelles dans ces communautés. Le grand débat, où finalement la plateforme en ligne qui est proposée par le gouvernement français est en fait opérée, en fait proposée par une civic tech très connue, et du coup qui peut plus complètement dire juste on est une boîte militante qui sommes là pour transformer la démocratie, qui se place véritablement une posture de prestataire. Ça ouvre plein de débats, y compris dans la communauté, et on se rend bien compte qu'en fait ils se trouvent plutôt ils ont été absorbés par le marché de la participation citoyenne, et ils se retrouvent prestataires de services à proposer des plateformes de délibération ou de consultation à différentes échelles. Hein. Pour, 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 pour info, la plateforme qui a été proposée pour le grand débat, et c'est intéressant sur les questions de design, euh, le SIG, le service d'information du gouvernement, n'a pas acheté en fait, ils ont acheté l'outil sur étagère, mais ils n'ont pas acheté la version débat, ils ont acheté la version boîte aux lettres, boîte à questions. Donc on voit bien, hein, vraiment inscrit dans le design de la plateforme, qu'il n'est pas fait pour délibérer, il n'est pas fait pour questionner, tu es là pour donner ton avis et puis pour du coup juste contribuer à une dynamique qui te dépasse. Et la littérature assez récente, ça y est, maintenant elle est mûre sur le sujet, hein, et en tout cas elle est mûre pour avoir des travaux assez critiques, à la fois les travaux de Stéphanie Millen sur le cloud protesting, où elle montre comment les réseaux sociaux sont en train d'optimiser les algorithmes des réseaux sociaux, Zeynep Tufekci avec Twitter et les gaz lacrymogènes, là, où elle montre en fait comment si l'usage du numérique accélère les possibilités de mobilisation, accélère les formes d'engagement, et ben en fait, ils sont pas prêts à supporter ces formes d'accélération. Et c'est aussi en fait une source de fragilisation de ce qu'elle appelle les network protests. Et ça ouvre aussi la voie à des travaux comme ceux de Jen Schrady. Ça, c'est un ouvrage vraiment majeur en sociologie politique du numérique. Hein. Parce que elle propose une enquête empirique très très pointue où elle a suivi pendant plus de 7 ans en Caroline du Nord sur un État les différentes formes d'engagement politique sur les réseaux et auprès de différentes communautés. Et le constat qu'elle tire est alarmant. Elle dit Internet penche à droite. Elle dit en fait c'est the revolution that wasn't. Elle dit il faut arrêter avec la première génération de travaux. Et elle dit l'activisme, digital activism favors conservatives. Elle dit ça penche à droite, c'est utilisé par les troupes réactionnaires, par les Trumpistes. Et en fait, pour qu'un message circule sur Internet, il faut deux choses. Un message simple et des troupes qui cliquent et qui organisent la circulation. Et elle dit ça, les troupes conservatrices seront toujours mieux équipées pour faire ça. Et en plus, ils utilisent à merveille la capacité de diffusion d'informations, de médias alternatifs, parce qu'ils ont besoin de relais idéologiques. Et donc, elle dit, rien qu'avec ces deux versants, Internet penche dangereusement à droite. Et ça a été prolongé aussi par les travaux, par un ouvrage collectif qui est très dense, un network propaganda, piloté par Yochai Benkler à Harvard. Et en fait, ce livre, il est assez extraordinaire parce qu'il vraiment, il fait un tour d'horizon de tous les traps, tous les pièges possibles que propose l'Internet contemporain pour la politique. Et il montre la place qu'a la manipulation, la désinformation et la radicalisation. Alors, eux, ils font carrément le pari que c'est dû aux outils que c'est autant diffusé. Mais en tout cas, ces différents travaux, et puis il y a un numéro de la revue Esprit en France hein, qui a mis ça en discussion de manière très juste, avec beaucoup de bons papiers dedans. Et tous, ils pointent la capacité du numérique à faire bouger les rapports de pouvoir vers les mouvements les plus libéraux, et ils alertent au contraire sur le risque de voir les inégalités sociopolitiques se creuser toujours plus largement. Et en fait, une fois qu'on en est là, eh ben, c'est quand même une invitation à essayer de se dire, oh là là, alors,
il y a ceux qui m'ont dit que ça allait être une révolution. Il y a ceux qui me disent, en fait, il y a beaucoup de choses qui changent, mais c'est en train d'approfondir les difficultés. Et la question d'après, c'est ni utopique, ni vraiment dystopique. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi? Et ben moi, je fais un pari à ce stade-là, c'est que, en fait, l'avenir des mondes numériques, il est jamais totalement écrit. Parce que du fait de la plasticité des technologies, qui est importante, ça autorise quand même une infinité d'usages politiques. Et au contraire, je pense que pour réussir à actualiser notre vision des technologies aussi et à continuer à saisir la réalité de la participation au contexte numérique, eh bien, ce qui est d'ailleurs au passage une condition assez indispensable hein, pour construire un positionnement critique sur les usages, il va falloir continuer, trouver les ressources intellectuelle et conceptuelle pour maintenir ouverts des questionnements sur les effets potentiels de la démocratie en fonction des chemins qu'on va prendre, quoi. Euh, des chemins technologiques qu'on va prendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un stade où on a besoin de renouveler les questionnements. J'en ai mis trois, mais il y en aurait bien d'autres. Est-ce que l'avènement des plateformes, ça va accélérer les logiques de concentration et de centralisation? Est-ce que ça va saper définitivement la promesse d'un réseau distribué d'utilisateurs et d'émancipation? Est-ce qu'on peut dépasser une démocratie basée sur l'interpellation, avec des échanges super essentialisés autour de hashtags? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives qui peuvent être mises en place? On a besoin de renouveler notre stock de questions en sciences sociales et de ne pas se laisser complètement dévorer par les entrées plus critiques et par le discours dominant et hégémonique porté par les acteurs des technologies qui nous sont en train de nous dire il y a la plateformisation, c'est en marche, c'est irréversible, et qui installe un espèce de fatalisme ambiant jusque dans la recherche en sciences sociales. Et moi, je propose, et c'est un peu la fin, hein, après, ce sera plutôt pour en discuter de comment on pourrait opérationnaliser ça, et c'est aussi une des choses qu'on va apporter dans le projet avec Sam et Michael. C'est, pour moi, il y a deux pistes. C'est d'abord promouvoir et accompagner et aller observer, documenter alors ce que j'appelle une vision plurielle du numérique. En gros, c'est la technodiversité, quoi. C'est-à-dire qu'on a besoin de recherches qui sont susceptibles de faire le lien entre euh, la diversité des transformations sociales qu'on vit aujourd'hui et les nouvelles matérialités qui émergent. Par exemple, on a besoin de mieux comprendre aujourd'hui ce qui se passe un peu aux marges des algorithmes. On a besoin de comprendre ce qu'on est en train d'appeler le débat à bas bruit et les activismes centrés sur les manières d'être. On a besoin d'un peu mieux comprendre en ligne ces communautés qui ne veulent pas argumenter. Par exemple, là, j'ai un doctorant qui travaille sur les enjeux autour de chaînes Twitch, euh, où des gamers et des gameuses valorisent des savoir-faire et des savoir-être comme forme d'engagement politique. Et du coup, qu'est-ce que ça nous dit, ces nouvelles formes d'engagement du rapport à l'expression politique? Comment, en fait, ces communautés conceptualisent des formes de participation, mais qui passent beaucoup moins par l'argumentation qu'avant? Donc, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces formes-là? Et pour rester en fait connecté au paysage et pas juste se contenter dans la recherche de dire il ne se passe plus rien en termes de participation, alors qu'en réalité, c'est peut-être nos lunettes et nos outils qui ne sont pas complètement adaptés. Deuxième point, pour moi, c'est important de faire le pari du numérique capacitant, c'est-à-dire de prendre au sérieux le fait que certains environnements sont plus propices à l'élaboration collective et au renforcement du pouvoir d'agir que d'autres. En gros, c'est renverser la logique orthopédique dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est très foucaldienne dans son approche. Et ben, c'est le renverser et se dire aussi que les questions, la démocratie va pouvoir aussi euh, euh, doit réclamer, doit proposer des formes d'outils qui lui conviendraient. Et je pense qu'il y a des pistes théoriques à creuser. Ça aussi, on en a discuté pas mal avec Sam et Michael, en mobilisant le concept d'affordance qui est à cheval entre plusieurs communautés pour essayer de repenser cette question des effets, en portant attention aux signaux embarqués dans les technologies qui conduisent à déclencher la participation.
Et peut-être que ça permettra justement de ne pas tomber dans le déterminisme ni social ni technique, et de l'articuler avec une préoccupation pour ce que la Tour appelait les modes d'existence des technologies. Donc, la technodiversité, pour aller au-delà de l'argumentation, et l'ouverture à des enfin, peut-être et renverser la tendance du mouvement orthopédique et se dire que plutôt que technologiser la démocratie, on va aussi avoir besoin de démocratiser la technologie. Et concrètement, et je m'excuse de finir sur quelque chose d'un peu théorique comme ça, mais parce que ce sera intéressant après de développer des cas d'études, et c'est ce qui est en cours, hein, pour rentrer un peu plus là-dedans. Je pourrais vous montrer des choses, mais ça aurait été presque une autre présentation. Mais mon idée de fin, c'est de dire que pour être en capacité de traiter le numérique dans toute sa complexité, à la fois comme le poison et le remède dont je parlais tout à l'heure, l'agenda de recherche qui s'ouvre, il va avoir besoin de ce regard ajusté dont je parlais, mais c'est un regard qui devra être à la fois situé pour saisir en contexte la pluralité des numériques et leurs dimensions plus ou moins capacitantes, aller regarder concrètement ce que font les gens et comment ils saisissent des technologies. Ça devra aussi être décentré, c'est-à-dire à la fois géographiquement, mais aussi décentré des grandes plateformes, hein, ou en tout cas aller s'intéresser à ce qui se passe dans les marges des algorithmes. Euh, donc, on est situé et on observe les interactions, on observe les logiques de co-constitution entre l'outil et l'usage, et en même temps, on se décentre pour porter une attention au contexte politique et sociopolitique plus large, et en même temps, ce regard il doit irrémédiablement être réflexif pour intégrer une indispensable réflexion éthique et méthodologique sur les pratiques de recherche, parce qu'on voit bien à quel point certains des espaces qu'on essaye d'étudier aujourd'hui, euh, on pourrait à la fois parler des outils plus fermés comme Telegram, des outils plus indépendants, etc., et la diversité des plateformes, les difficultés de faire des analyses vraiment cross-platform et trans-platform, et ben, le risque, c'est de créer des bulles où finalement nos pratiques de recherche ne sont plus vraiment une source fiable de compréhension de la complexité des situations étudiées. Et ça, c'est quelque chose, j'aurais pu revenir un petit peu plus là-dessus, mais par exemple, qu'on a énormément connu en sciences sociales en allant chercher des formes de débat argumentés sur Twitter. Tel truc au prisme de. Enfin, il y a eu des milliers de papiers qui étaient non, 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 le cas sur Twitter, à base de données Twitter parce que c'était les plus simples à récolter avec les API. Et en fait, ça a conduit à fausser, je pense, notre regard, notamment en survalorisant le rôle de l'argumentation et en nous rendant euh, beaucoup moins lucide et ajusté sur les mouvements sociopolitiques. Et puis quand ça éclate, bah, c'est souvent trop tard, comme nous l'a déjà appris la littérature, à la fois en 2005 et puis Jen Schrady plus récemment. Donc voilà, je terminerai sur cette invitation à faire émerger, à penser le numérique que nous voulons, à rouvrir les utopies pour pouvoir avoir ce regard exigeant et ajusté sur les technologies numériques. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément. C'était super. Alors de nouveau, on va prendre un petit tour de questions. N'hésitez pas à lever la main pour poser la question.